Docteur Michel Vigne, une fois de plus, nous sommes ravis de t'accueillir parce qu'on se connaît bien lors de ces 9e rencontres régionales de la FEREPSI. Alors, tu avais un sujet un peu délicat aujourd'hui sur la contrainte des soins sous contrainte ou les soins contraints pour les mineurs. Alors, peut-être je te laisse te présenter et après la question suivante, je te la pose déjà. Y a-t-il des soins contraints finalement pour les mineurs aujourd'hui en France, en psychiatrie? Bien, merci de m'avoir invité, François, et toute la FEREPSI qui s'intéresse beaucoup à ces questions de contraintes quand même, de contention, etc. Les mineurs sont une partie négligeable en termes de nombre, mais quand même intéressante en termes d'éthique en particulier, et puis pour l'avenir de ces jeunes qui vont être soignés. Donc oui, effectivement, on pourrait dire que tous les mineurs sont un peu contraints puisqu'ils sont juridiquement incapables et qui sont soumis à l'autorisation des parents. C'est les parents qui amènent les mineurs aux soins, 99 fois sur 100, et c'est les parents qui consentent à l'hospitalisation, qui la demandent et qui signent, les parents, les titulaires de l'autorité parentale. Donc on peut dire que tous les mineurs sont sous une forme de contrainte. Ça n'empêche qu'il faut absolument convenir avec eux, tenter de les convaincre de l'utilité, tenter de partager avec eux ces objectifs. Et il y a effectivement, en plus de cela, des soins contraints officiellement chez les mineurs, comme chez les adultes, lorsqu'ils sont dangereux pour l'ordre public ou la sûreté des personnes. Ils sont donc en SDRE, sous exactement le même statut que les adultes, avec les mêmes pièces, la même publicité, les mêmes droits. Et le juge des libertés intervient de la même manière, mais c'est très rare. C'est très rare sur un département comme la Haute-Garonne, qui fait 1 400 000 habitants, admettons. Peut-être il y en a 2 par an, même pas, quelque chose comme ça. Et il y a une forme de contrainte, mais qui en réalité se substitue aux parents, qui est l'ordonnance de placement provisoire en service de psychiatrie. C'est le juge qui, voyant la défaillance des parents, pour une raison ou une autre, prend la décision, avec un certificat médical en général, sauf urgence, de faire hospitaliser le mineur. Alors pourquoi on parle d'hospitalisation? Parce que c'est là que la contrainte est la plus forte, c'est-à-dire que c'est effectivement la privation de liberté, de liberté d'aller et de venir, auxquels les mineurs sont très attachés. Les soins ambulatoires peuvent être contraints, mais c'est très rare. On doit obtenir l'adhésion. Alors, on a quand même sauté ta présentation. Tu as une trajectoire singulière. Oui. Tu peux nous dire un petit peu, justement, ton expérience? Trajectoire singulière, oui. J'ai travaillé à peu près 18 ans dans un service de psychiatrie d'adultes public, dans un hôpital général. J'ai eu la chance de mettre en œuvre, au fond, dans les années 84-85, la politique de secteur avec des outils, en déployant dont une entreprise tout à fait enthousiasmante. Et puis, j'ai rejoint le CHU de Toulouse autour de 2000, en 99, où là, pendant plus de 24 ans, j'ai travaillé, ou 23 ans, j'ai travaillé comme pédopsychiatre dans le service universitaire de Jean-Philippe Reynaud, qui est mon collègue professeur, et là, je travaillais aux urgences crise enfants de moins de 15 ans, dans l'hôpital d'enfants, et aussi en liaison, c'est-à-dire auprès des pédiatres. Alors justement, avec ton expérience, quelles seraient aujourd'hui les bonnes pratiques, finalement, en matière d'hospitalisation pour les mineurs, ce que tu préconiserais? Alors, les lois qui œuvrent pour les majeurs ne s'appliquent pas officiellement aux mineurs, et donc globalement quand même on est à la réflexion sur l'idée de prendre en compte ces mineurs et de proposer des textes de loi qui obligent, oui, à l'information du mineur, qui codifie cette information, qui oblige à une publicité lorsqu'un mineur est privé de liberté, qu'il n'était pas consentant, etc. Comment le faire savoir, comment le juge des libertés pourrait intervenir, etc. Donc ça, c'est pour l'avenir législatif. Plus près de la clinique, qui est beaucoup plus ambivalente. Les mineurs souvent consentent aux soins, ils finissent par se mettre d'accord avec nous. On use de conviction, pas de séduction, mais à ce moment-là, je pense que on doit s'inspirer de ce qui existe déjà, les recommandations de la HAS en particulier sur contention, etc., isolement, mais aussi chaque équipe, à mon sens, doit se saisir de tout cela, parce que c'est un processus de travail d'équipe. C'est mieux, en l'absence de texte clair, c'est mieux qu'une équipe se mette au travail sur ces questions et s'interroge avec un certain nombre de guides qui existent sur l'éthique, sur les bonnes pratiques, sur la méthode, sur l'information des mineurs, sur la prévention, comment faire en sorte que ces mineurs puissent se représenter, qu'ils ont besoin parfois d'espace d'apaisement, et au fond, le demander eux-mêmes, le connaître mieux, etc. Oui, tu vois, c'est-à-dire toute cette dimension de prévention par le partage d'informations est quelque chose qui est en français le pouvoir d'agir du mineur, c'est-à-dire dire, mais au fond, il est capable sans doute de participer mieux aux soins qu'on lui propose, même s'il reste toujours, et on le voit après coup, quand on reçoit des mineurs qui ont été soignés par nous, une impression d'avoir été quand même un peu forcé, un peu contraint,
mais sans trauma, sans que ça devienne quelque chose de traumatique sur le plan psychique, que ça fasse attraction, que ça reste comme une cicatrice psychique qui va durer toujours, ce qui est très dommage dans le début des soins psychiatriques. Ok, donc des recommandations, rechercher le consentement en priorité. Avoir une loi cadre, rechercher le consentement, faire participer le mineur à ce consentement, que les équipes soient au travail sans arrêt sur ces questions, comment on pourrait prévenir chez nous le recours à la contention ou à la mise à l'écart, comment y faire participer mieux le mineur, et puis surtout la publicité, la traçabilité. Ça paraît banal, mais c'est très intéressant de dire on va se forcer à écrire tout ce qu'on a essayé de faire avant, par exemple, de contenir un mineur pendant 1 heure ou 2 sur son lit. Est-ce qu'on a vraiment utilisé tous les ressorts qu'on avait ou non? Et on l'écrit, le débat. Et puis après coup, on se réinterroge sur, mais au fond, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Sur le modèle un peu des revues de morbimortalité, au fond une forme de RMM, que ce soit pas un événement banal. Et j'ai l'impression que depuis, disons 2017, les premières recommandations de la HAS à maintenant, j'ai interviewé plusieurs équipes locales autour de nous, et tout le monde dit, mais on a l'impression qu'on contient moins physiquement, parce qu'au fond, on est au travail sur ces questions, ce qui paraît un peu étonnant. Et donc, on anticipe. Donc, on a créé des manières de l'anticiper. On a focalisé, on a regardé cette question-là, on s'est interrogé et nos attitudes ont changé. Après, il existe des outils, proprement dit, des questionnaires qui permettent d'anticiper les réactions émotionnelles des mineurs, la résistance non violente appliquée au groupe, etc. Il y a plusieurs techniques possibles, mais la technique est peut-être moins importante, en tout cas, que la dynamique d'une équipe qui s'interroge sur ces questions-là et qui essaie de se trouver des moyens de s'adapter. Michel Vigne, merci une fois de plus. Merci à toi. À très bientôt.